Hello les B-Minders, bienvenue dans un nouvel épisode de B-Mindset. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique, moi, qui me travaille, qui me fait réfléchir, sur laquelle je planche de plus en plus, et bien évidemment qui est au cœur de ce que je propose au quotidien. Ça va être autour du stress. Pour ça, j'avais besoin de quelqu'un qui a des connaissances plus que poussées sur le sujet, quelqu'un pour qui également c'est un travail de réfléchir autour de ça, de pouvoir comprendre les mécaniques autour du stress. Et au-delà de cet aspect du stress, je voulais aborder un moment bien spécifique avec mon invité, c'est comprendre qu'à un moment donné dans notre vie, la vie continue d'avancer, mais à l'intérieur, il commence à se passer quelque chose où il commence à y avoir une dissonance entre la tête et le corps. C'est pas forcément un burn-out, c'est pas forcément une dépression, c'est plus subtil que ça. C'est une sorte de fatigue mais qui passe pas. Le corps devient bruyant, le mental il commence à tourner en boucle et il y a cette sensation étrange de vraiment plus trop être connecté entre son corps et sa tête. La plupart du temps on appelle ça du stress. Aujourd'hui j'ai envie qu'on aille plus loin dans cette réflexion parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, je l'ai vécu. C'est une forme de perte de sécurité intérieure. Le système nerveux qui reste bloqué en mode survie trop longtemps. Et pour ça, je fais appel à Arti, connu également sur les réseaux sociaux sous le nom d'Adoméos. Et on va parler de cette thématique-ci, si tu le veux bien. Et avant tout, avant qu'on aille plus loin sur le sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et j'ai besoin que tu te présentes. Allez, avec plaisir. Écoute, merci Alex de m'avoir proposé de tourner cette petite émission. Du coup, moi c'est Arti, Art Milan de mon prénom, Adoméos sur les réseaux, Ad Homéos vers l'équilibre. J'ai mis du temps à le trouver celui-là à l'époque. Il est bien. Alors moi j'ai bientôt 32 ans et aujourd'hui mon unique activité c'est Adoméos, c'est d'accompagner des gens. On fait un travail assez similaire finalement, toi et moi. Et j'en suis arrivé là parce que j'étais le premier concerné plus jeune, trop de stress, trop d'anxiété, manque de sentiment de sécurité intérieure, on va dire. Donc je me suis très vite obsédé pour la santé, d'abord le sport, puis le sommeil, puis la nutrition, puis tout un tas de sujets, de couches que j'ai empilées les unes par-dessus les autres. Autodidacte du début à la fin. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai failli faire des études de nutrition, mais non en fait. L'école était en partenariat avec Danone, je me suis dit, je préfère apprendre par moi-même. Donc j'ai fait autre chose. Et j'ai appris dans les livres, j'ai appris sur YouTube, j'ai appris en rencontrant des gens, en me faisant mentorer par des gens, en expérimentant moi-même, en testant moi-même. Et voilà, au fur et à mesure des années, j'ai enrichi ma grille de lecture, ma compréhension des choses. Je l'ai parfois complexifié, parfois simplifié. J'ai énormément élargi le champ des sujets auxquels je me suis intéressé. Ça va de la thermodynamique à la psychologie évolutionniste, en passant par la neuroscience, la biologie, l'anatomie. Tout ça étant pour moi lié d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça que... Et ça, je l'ai compris quand j'ai commencé à m'intéresser à la systémique, la cybernétique, tout ça. Et donc aujourd'hui, je crée du contenu sur ces sujets-là depuis 4-5 ans. Même plus, parce que YouTube, c'est depuis 2019. Et j'essaye de transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. J'essaie de le vulgariser, de le transmettre et de continuer à affiner ma propre compréhension des choses parce que je continue à apprendre, à comprendre et du coup à transmettre ma manière de transmettre évolue au fur et à mesure des années parce que c'est tellement riche et complexe qu'on n'a jamais fini de comprendre, quoi. Voilà. Ok. Déjà, à mon tour, de te remercier de prendre le temps de venir échanger avec moi aujourd'hui. J'ai bien évidemment un peu scruté ce que tu proposes, regardé ton contenu depuis un bon moment. Moi, j'adore ce que tu proposes parce qu'effectivement, tu arrives à bien vulgariser et rendre les choses accessibles. Et ça, c'est hyper important, chose que j'ai un peu plus de mal à faire, j'ai l'impression. Mais en l'occurrence, dans ce que j'ai lu et entendu de ta part, il y a un truc qui revient régulièrement, c'est, il me semble, tu me dis si je me trompe, tu t'as dit que tu as retrouvé un langage perdu. Ça te parle ça ou pas? Que j'ai retrouvé un langage perdu? Ouais. Qu'est-ce qu'un langage intérieur, peut-être
des connexions. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, des connexions entre le corps, la tête, Ok. les modes de fonctionnement intérieurs, etc. Ok. Peut-être que quelque chose aujourd'hui, à l'instant T, dans notre mode de civilisation, on a tendance à perdre. Si je Oui. devais mettre un mot, l'interoception. Ouais. Bah, en fait, j'adore ce sujet. En fait, pour moi, l'origine du problème, c'est les mécanismes d'autodéfense du psychisme pour protéger l'enfant en bas âge face à la souffrance. Je m'explique. Quand tu es un nouveau-né ou dans tes premières années de vie, tu fais face à différentes formes de violence. Ça peut être un manque affectif, ça peut être de la violence physique, ça peut être de l'abandon, du rejet, peu importe. Et le psychisme, en fait, tu vas souffrir face à ça. Tu vas être dans des états de stress profond que tu n'es pas capable de supporter à cet âge. Et donc, le système, pour se protéger et pour pouvoir continuer à fonctionner, va amener ce qu'on appelle la dissociation. En psychologie, on parle de dissociation, d'état dissociatif, on parle même de troubles dissociatifs de l'identité. La dissociation, c'est le fait de se couper d'une part de soi, inconsciemment bien sûr. Et au fur et à mesure des années, j'ai fini par comprendre que on est tous plus ou moins coupés d'une part de soi. Certains sont coupés de leurs émotions, c'était mon cas. Certains sont coupés de leur corps et de la sensation corporelle. Certains sont coupés de l'intellect et de la compréhension intellectuelle des choses. Pourquoi est-ce que c'est différent en fonction des gens? Parce qu'on n'a pas fait face aux mêmes problématiques, aux mêmes traumatismes, on n'a pas développé les mêmes mémoires traumatiques. Mais à la base, c'est un mécanisme de protection. C'est juste que dans l'enfance, il évite la mort, il évite le pire, il permet la survie, mais il a un coût. Le prix à payer, c'est qu'on sacrifie une part de soi. À l'âge adulte, le prix à payer devient beaucoup plus... Le coût d'opportunité n'est plus le même, puisque on se rend plus compte de ce qu'on perd, on se rend plus compte de ce qu'on sacrifie. Et bon, on fonctionne tant bien que mal avec ces automatismes-là qu'on traîne depuis toujours, depuis notre enfance, mais il n'empêche qu'on est coupé de soi, et donc on a du mal à être présent à soi-même, à bien se traiter, à s'aimer, à s'estimer, à se respecter, et on a tendance à accepter de se sacrifier, ou du moins à sacrifier une part de soi. Et je pense que c'est à ça que tu fais référence quand tu parles du manque de connexion entre le cerveau et le corps, du manque de connexion à soi, de connexion à ses sensations, de connexion à ses émotions, à sa douleur, à sa souffrance, à son stress, à tout un tas de choses. Et en fait, on est plutôt amené à se dissocier toujours plus de soi, puisqu'aujourd'hui, le développement personnel dans sa forme la plus moderne invite à ça. Le dev perso te dit, deviens une autre version de toi-même, sous-entendu, accepte que tu ne t'aimes pas tel que tu es, et que tu dois devenir la version édulcorée et parfaite de toi, sauf que ça n'existe pas. C'est une promesse illusoire. Et la résultante de ça, c'est qu'après des années et des années à tomber dans le piège du dev perso, moi j'en ai été, j'en suis ressorti, tu ne sais plus qui tu es encore plus coupé de toi, et donc tu te sacrifies toujours plus, et souvent à l'arrivée, il y a une tension interne et une dissonance interne tellement forte que ça te coûte trop cher en fait. À l'arrivée, tu te sens épuisé, tu t'arrives plus à tenir. Ça s'effrite, le faux self s'effrite. Quand tu dis t'as pratiqué le dev perso, Ouais. Qu'est-ce que t'as pratiqué en fait? T'as été vers quoi? Alors, moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas prendre soin de moi. Je ne savais que être dur avec moi-même, être très exigeant avec moi-même, être maltraitant avec moi-même, et donc je carburais à ça. Je carburais au stress. Je carburais à l'intensité. Euh, il fallait que je ressente du stress, il fallait que je ressente de l'adrénaline, du danger, du risque pour me sentir vivant. Et donc, il fallait que je rajoute toujours des choses à faire pour m'occuper. Parce que si j'étais pas occupé, si j'étais seul avec moi-même, à m'ennuyer, j'allais justement me retrouver face au vide, intérieur. Et ça, je l'ai compris après. Hein. Sur le coup, j'en avais pas du tout conscience. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis né en 94 et très tôt, 2011, 2012, je commence à m'intéresser à la nutrition parce que j'ai commencé à faire du sport parce que j'aimais pas l'image que je renvoyais. En 2009, 2010, je commence à faire du sport. Donc très tôt, je m'intéresse à la nutrition. Comme à l'époque, je suis extrêmement stressé et anxieux,
et que je suis obsédé par le besoin de tout contrôler, ce qui est un moyen de se rassurer, hein, le fait de tout contrôler. J'ai pu exercer énormément de contrôle sur la nutrition parce que c'est un domaine dans lequel il est très facile d'exercer du contrôle pour se rassurer. Donc j'ai lu énormément de bouquins, j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos sur YouTube. J'ai tout expérimenté, hein, tous les types de régimes. J'ai été vegan, j'ai été végétarien, j'ai mangé que du cru, j'ai mangé que de la viande, j'ai tout fait. Je pensais que je pensais qu'en contrôlant absolument ce que je mange et en mangeant exactement ce qu'il fallait, j'allais régler tous mes problèmes. Ce que j'avais pas compris, c'est que c'est qu'une partie de l'équation. Donc j'ai fait ça. J'ai exercé beaucoup de contrôle dans le sport aussi, voilà, X séances par semaine, marcher, faire du sport, machin, me lever tôt, faire des bonnes habitudes, des routines, méditer, prendre des bains froids, faire du jeûne intermittent, faire de la diète cétogène, organiser, faire des to-do, cocher des petites cases dans mes petits tableaux de machin, de tracking d'habitude, de toutes ces conneries de merde. Et en fait, ça a duré comme ça de 2012 jusqu'à assez récemment. Le summum de ça a été 2022-2023. Et non, c'est pas le summum. Disons que j'ai commencé à comprendre les limites du système quand j'ai commencé à faire le vrai travail. Puisque tout ça, en fait, ce ne sont que des caches-misères, de mon point de vue aujourd'hui. Ce ne sont que des caches-misères. C'est un travail sur le faire, alors que souvent le problème, il relève de l'être. Et pour faire un travail sur l'être, il n'y a pas de secret. Il faut se faire aider, il faut aller faire un travail profond sur les fondations psychologiques sur lesquelles on est construit. Et ce travail, il vaut mieux le faire avec un thérapeute compétent plutôt qu'en prenant des psychédéliques. Je sais que c'est très à la mode. Le problème, c'est que quand tu prends des psychédéliques, ça peut aller remuer des trucs que t'es pas prêt à remuer, quoi. Et pour moi, c'est ça le vrai travail, c'est travailler ses fondations. Et c'est quand j'ai commencé à faire ça que j'ai pu vraiment goûter ce que c'était le vrai lâcher prise et arrêter d'être obsédé par la perfection, le contrôle et le faire. Donc il y a eu toutes ces étapes. Et quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est la découverte de la méthode Lafay assez tôt, parce que les travaux d'Olivier Lafay sont quand même vachement avant-gardistes au moment où en 2015, il sort le tome 2, il parle de Henri Laborie, il parle de Alexander Lowen, il parle de Alice Miller qui a écrit des bouquins sur les traumatismes de l'enfance et tout. Moi, je commence en 2011, alors qu'à l'époque, je m'entraîne comme un connard, no pain, no gain, faut que ça fasse mal, je connaissais que ça. Et ça m'a énormément aidé, même si je suis pas un fanatique non plus. À certains endroits, je le trouve insupportable, Lafay. Parce que, bon bref, on s'en branle, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a ça qui m'a quand même vachement aidé, qui m'a fait comprendre l'intérêt de la gestion du stress, qu'est-ce que c'est le stress, tout ça, vers 2015-2016. Il y a eu la phase spiritualité aussi, on peut relier ça au développement personnel, tu sais, souvent les gens, surtout les gens qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, ils vont s'intéresser au spirituel dans des formes très modernes, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est juste un refuge de plus pour ne pas vivre la souffrance d'être confronté au vide. Donc on va se réfugier dans le spirituel pour ne pas vivre l'anxiété liée à l'incertitude, liée au chaos de la vie elle-même, en fait. Donc il y a eu ça aussi pendant des années. Et voilà, je crois que j'oublie à peu près rien. J'essaie de synthétiser, en même temps je m'étale pas mal, je pars un peu dans tous les sens, mais... Ça permet d'avoir une... en fait, c'est d'où la question un peu ouverte, hein. Ça me permet, moi, à travers ton vécu, c'est ce que je recherche dans cet épisode, c'est à travers ton vécu, comprendre ce que toi, tu as mis en place, ce que tu as été creusé comme sujet, et ce qui en ressort entre guillemets, de meilleur que tu redistribues à travers tes accompagnements. Ouais. Mais pour juste, parce que des fois, quand on est un peu... Nous, on est dans notre monde, donc on comprend quand on se parle. L'idée, c'est que on rende les choses accessibles. Quand tu parles de la méthode Lafay, est-ce que tu peux préciser brièvement en quoi ça consiste? En fait, pour moi, ce qui est intéressant dans la méthode Lafay, c'est pas tant le mode d'entraînement, c'est pas tant les exercices, poids du corps, etc. C'est la philosophie qu'il y a derrière. Et en fait, le mec qui a créé cette méthode, Olivier Lafay, ses sources d'inspiration, c'est des auteurs qui ont théorisé la systémique, la cybernétique, et donc tout un tas de théories qui sont des théories ou qui t'invitent à prendre du recul, à enrichir ta grille de lecture de l'humain et à arrêter, par exemple, de chercher juste à optimiser ton système musculo-squelettique. L'idée, c'est d'avoir une approche globale
de croître et durer, et d'être dans l'efficience plutôt que dans l'efficacité. L'efficacité, c'est je veux atteindre un résultat, quel qu'en soit le prix. Souvent, le prix à payer, c'est toi-même, hein, mais les gens s'en rendent pas compte vu qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sacrifient. Bref. L'efficience, c'est je cherche un maximum de résultats en fournissant un minimum d'efforts. C'est l'écologie. Les bases de l'écologie, c'est ça. Même si aujourd'hui, c'est devenu une énorme connerie, l'écologie. Mais bref, à la base, c'est du bon sens. Donc, c'est économiser son énergie pour avoir un bon rendement, en fait. S'épuiser le moins possible et avoir un maximum de résultats. On devrait tous suivre cette doctrine. Parce que c'est celle dans laquelle tu peux vraiment prendre soin de toi. Malheureusement, c'est pas ce que la plupart des gens font. C'est ce que Desfondé l'a fait à l'époque, parce qu'il a lu des penseurs qui avaient vraiment accès à des niveaux de complexité importants, à des niveaux de finesse, et qui avaient théorisé donc, la systémique, la cybernétique. Je pense à Henri Laborie, Edgar Morin, Joël de Ronet. Joël de Ronet, c'est un Français qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Macroscope, où par exemple il explique que l'humain est un système composé de sous-systèmes, et l'humain est aussi un système qui s'inscrit dans un système plus vaste, la famille, l'entreprise, le pays, peu importe, et qu'en fait, si tu considères que un sous-système, genre les muscles, au détriment du reste, tu passes à côté d'une majeure partie de l'information, et en fait, ça peut vite devenir contre-productif. En tout cas, ça sera sûrement pas efficient. Donc par exemple, l'idéologie l'a fait, c'est entraîne-toi moins, entraîne-toi de manière plus efficiente, et prends soin de ton système cardiovasculaire, de ton système endocrinien, de ton système digestif, de ton système nerveux, et en fait, au global, tu auras de bien meilleurs résultats en posant quelques bons efforts aux bons endroits, plutôt que de t'épuiser en faisant 5 séances de 2 heures par semaine. Ou plutôt que de te dire, il faut absolument que je bouffe 2,5 g de protéines par kilo. Oui, mais en fait, si tu es épuisé nerveusement et au niveau endocrinien, au niveau nerveux, tu vas pas digérer la moitié et assimiler la moitié de ce que tu manges, donc c'est complètement con. Tu vas cramer ton fric pour rien, tu vas t'épuiser parce que digérer, ça consomme de l'énergie, et tu vas être frustré parce que tu n'auras pas de résultat. Tu vois? Et donc, merci pour la révision de la méthode Lafay. Ce qui va m'intéresser derrière, c'est toi, une fois que tu as traversé toutes ces étapes-là, on va dire ça, qu'est-ce que tu en gardes et qu'est-ce que tu appliques pour toi aujourd'hui? J'en garde que l'humain est un système infiniment complexe, qui est le fruit de 4 milliards d'années de recherche et développement, qui s'autorégule parfaitement bien quand il en a les capacités, et que croire que depuis notre petit mental et depuis notre petit ego, on peut surperformer en jouant sur certains facteurs, c'est de la prétention, et qu'en fait, la plupart du temps, quand on veut agir, intervenir sur le système, ce sera contre-productif. Donc ce que j'en garde, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir sur quels vont être les impacts des actions que je veux prendre un maximum de recul, englober un maximum d'éléments dans sa grille de lecture pour minimiser les chances de mettre des coups d'épée dans l'eau. Donc moi aujourd'hui, je fais moins, je m'entraîne moins, je mange moins, je dors plus. Mais quand on dort, on ne fait pas. Je culpabilise moins, je culpabilise moins. En fait, avant, j'étais dans un truc où je voulais volontairement réussir à lâcher prise, ce qui est un non-sens. Vouloir lâcher prise, c'est un non-sens. Aujourd'hui, je lâche prise malgré moi, et du coup, je me sens beaucoup mieux. Donc, je gaspille moins d'énergie à m'agiter pour rien. Et du coup, j'ai plus d'énergie et de vitalité, alors que je fais moins de choses qu'avant pour avoir de l'énergie. Tu vois? Ok. Je m'agite moins, je contrôle moins, je fais moins de trucs, j'ai plus de routine quasiment. Je fais du qigong le matin. C'est à peu près le seul truc qui est constant. Et encore, dernièrement, j'en ai pas fait beaucoup. Mais je ne suis plus esclave de mes routines et de mon système comme c'était le cas avant. Et je terminerai en disant que ce que j'ai retenu, c'est que les choses s'autorégulent parfaitement. Quand je dis les choses, c'est toi en tant qu'humain, mais tout. Donc, faut garder l'essentiel, faut réfléchir en termes de Pareto. C'est valable dans le business, c'est valable dans la santé. De toute façon, c'est le même principe derrière. C'est la thermodynamique.
Et voilà, en gros, c'est ça, hein. Donc, pour le Pareto, le 20-80, Ouais. euh, tu le lis sous quelle forme? Tu le lis sous le 20-80 ou sous le 80-20? Tu vois ce que je Ah, veux dire? bah, les deux. J'essaye d'être lucide sur les quelques actions qui vont avoir un bon rendement et qui vont être efficientes et qui vont faire une grande partie des résultats. Et j'essaie d'être lucide sur les 80% de coups d'épée dans l'eau qui vont n'amener aucun résultat. Et puis j'essaye aussi d'arrêter d'être obsédé par le résultat, même si c'est facile à dire. On est d'accord parce que là, c'est que des suppositions, des présuppositions que je vais faire. Si tu as traversé une période compliquée, comme tu avais l'air de le dire, comme j'ai traversé également, c'est qu'on doit avoir quand même quelques similitudes dans le mode de fonctionnement. Mhm. Euh, et donc, la partie besoin de contrôle, la partie très cérébrale, Ouais, beaucoup dans sa tête, ouais, sont des choses que forcément tu as connues et que tu connais peut-être encore. bien sûr. Euh, donc, bien évidemment, ce qu'on promeut et ce que tu dis là, c'est des, des, des pistes de réflexion, des modes qu'il faudrait réussir à tenir, faire ou autre, mais c'est pas parce qu'on les promeut qu'on les tient tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, je pense que je suis beaucoup plus aligné aujourd'hui entre ce que je dis et ce que je fais qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, les conseils que je donne pas forcément de conseils d'ailleurs, enfin, on va dire ce que je dis, ça relève plus de l'être que du faire. Enfin, en gros, je dis plus beaucoup aux gens de faire des choses pour aller mieux. Hmm. Et donc, comme j'en suis persuadé et je l'ai intégré et je l'incarne maintenant, moi-même, je ne fais plus grand-chose pour aller mieux. Parce que du coup, vu que je suis moins occupé à faire, j'ai plus de temps pour être. Et comme j'ai fait un travail pour être plus confortable dans l'être, bah, j'ai moins besoin de faire. Donc il y a moins de chances qu'il y ait un décalage entre ce que je prône et ce que j'incarne. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Je pense que trois quarts des acteurs d'Internet qui mettent en avant des routines et des choses très strictes en vendant la productivité, l'efficacité, etc., ne l'incarnent pas du tout. Et heureusement pour eux, sinon ils seraient épuisés en fait, parce que vouloir tout contrôler, vouloir être parfait, il n'y a rien de plus épuisant. Ça m'a mis du temps avant de l'accepter, ça. Tu m'étonnes. Euh, qu'est-ce qui après on a fini, après je te laisserai tranquille parce que j'ai l'impression Non, moi je t'en prie, j'adore. d'aller te creuser. Creuse, creuse. Qu'est- qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui selon toi euh, qu'est-ce que tu traînes encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je traîne encore? Ouais. C'est une super question. Je vais faire une pirouette. À une époque, je t'aurais dit, je traîne encore des défauts, je traîne encore de la peur parfois, je traîne encore une incapacité à exprimer mes émotions, je traîne encore de l'impulsivité, de l'impatience, de la colère, je traîne encore du ressentiment, je traîne encore de l'intolérance, beaucoup d'intolérance. Et aujourd'hui, je te dirais, je ne traîne plus tout ça. Je le, ça fait partie de moi et ça m'accompagne en fait. C'est très frais dans ma tête. Enfin, hier, on a fait un live avec mon associé et nos clients sur ce sujet justement, sur le fait que il y a que quand tu admets ta part d'ombre et ta part haïssable et que tu te réconcilies avec que tu peux être pleinement aligné. Donc je ne traîne plus tout ça, je dirais. Parce que je suis totalement à l'aise aujourd'hui avec ma perversion, avec le fait que des fois je suis insupportable, avec le fait que des fois je suis pas parfait, que je suis faible. Enfin, je dis totalement à l'aise. Je le dis. Est-ce que je l'incarne à 100%? Peut-être pas encore. Et ce sera peut-être jamais le cas, mais ouais, ça me va quand même, tu vois. Tu tends vers quoi? Ouais, ouais, ouais. Mais moi, mes motivations à la base, c'était vraiment incarner des idéaux élevés, incarner la perfection. Donc, j'étais hyper exigeant avec moi-même. Donc, j'étais hyper exigeant avec les autres. Donc, je n'acceptais jamais de m'énerver et je gardais toute cette colère en moi. Donc, elle me bouffait inhibition de l'action. Et c'est ce travail-là, moi, qui m'a aidé.
Après, pour d'autres personnes, ça va être différent. Il y en a, ça va être il y en a, ce qui les motive, c'est le fait de toujours être fort, de pas être faible. Il y en a, c'est d'être unique et de pas ressembler aux autres. Il y en a, ça va être d'atteindre tous leurs objectifs. Chacun a sa pente égotique qui protège son petit enfant intérieur meurtri. Tu vois, tout ce que tu me partages là, je sais pas si j'entends je sais pas si ce que j'entends moi, c'est ce que je dois comprendre. Euh, C'est intéressant ça. euh, j- J'imagine, est-ce que tu fais un lien entre tes valeurs et euh, comment je vais formuler ça? Est-ce que tu fais un lien entre tes valeurs et ce que tu dois faire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Oui. en fait, si je résume un petit Oui, peu, oui. tu as dit que tu ne fais plus, tu essayes d'être plus, Mhm. d'accord? De plus être dans l'être finalement que dans le faire. Et mais si on lit ça simplement, on peut se dire, bah le gars il fout plus rien. Mhm. Et c'est quoi qui le motive en fait? Ok. Qu'est-ce qui te donne la direction de ce que tu as envie de faire et comment tu restes connecté à ce qui t'anime réellement? Ok. Alors évidemment que pour rester en action, parce que sinon on fout plus rien de nos journées, hein, quand on se dit ah mais en fait il y a rien à faire pour aller bien, bon bah je vais aller passer mes journées allongé sur la plage à pêcher et rien foutre et jouer de la guitare. Non, c'est pas ça. Évidemment, enfin évidemment, ça me paraissait pas évident il y a encore pas si longtemps que ça, mais je suis très confortablement installé dans mes dogmes et mes croyances, et c'est mon moteur. Moi, mon dogme et ma croyance, c'est que je détiens la vérité absolue, c'est que je veux l'imposer au monde entier, c'est que les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux, et moi je sais mieux qu'eux. C'est que je veux changer le monde, c'est que je veux répandre la bonne parole, combattre pas les injustices, parce que j'en ai plus rien à foutre de ça, l'égalité ça n'existe pas. Bref, j'ai mes combats, c'est ce qui me drive en partie. L'argent, ça m'intéresse, le pouvoir, ça m'intéresse, l'influence, ça m'intéresse, connecter avec les gens, ça m'intéresse. J'oublie pas mon désir, j'oublie pas mes désirs. Seulement, à une époque où ce dogme-là était un peu mon plafond de verre indépassable, et je voyais pas au-delà, je voyais pas la nuance, je pouvais pas me mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre en disant ah il voit le monde complètement différemment et lui ceci machin. À une époque j'étais très intolérant vis-à-vis de ça. Aujourd'hui ce dogme-là, c'est plus un plafond de verre, j'ai l'impression de l'avoir dépassé et c'est devenu un socle sur lequel je m'appuie. J'ai conscience que des fois je suis dedans, je parle depuis un absolu, je manque de nuances, machin, tout ça. Juste j'en ai conscience. Et je pense que c'est une grosse différence parce que si t'es plein de dogmes et de croyances et de certitudes mais que t'en as pas conscience, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est compliqué. Si tu sais que tu ne sais pas, mais que tu sais que c'est ça quand même qui te met en action, parce qu'en fait, si tout est relatif et si t'as aucun absolu, bah à quoi bon faire quoi que ce soit? J'ai quand même gardé des choses dans lesquelles je crois, et c'est ça c'est en partie ce qui me drive, c'est principalement ce qui me drive, c'est le fait tu vois, ce que je fais, je le vis comme une espèce de mission en fait. Pourquoi la gestion du stress? Ben parce qu'en fait, quand j'aide quelqu'un à gérer son stress, je lui permets de retrouver de la souveraineté individuelle, de la souveraineté cognitive et intellectuelle, et donc je lui redonne du pouvoir. Et ça, c'est un truc qui m'est très cher. Sur quoi t'as manqué de pouvoir, toi? Hmm. Ça s'appelle un sniper, ça, ce que tu viens de faire. Sur quoi j'ai manqué de pouvoir? Mais tellement de choses. Tellement de choses. Euh, j'ai rien de précis qui me vient, mais je sais qu'il y a des choses. Et je pense que j'y ai pas accès là parce que ce serait trop douloureux. Mais il y a sûrement des choses. La plupart de ce qui nous drive, ça vient de ce qui nous a fait souffrir plus jeune. Ça vient du cœur, donc Mm, forcément. mm. Mm. Ok, je t'embête pas avec ça. Euh, En tout cas, merci pour ce partage, parce que c'est évidemment
pas confortable, pas évident toujours de répondre à ce type de questions. Bah, en fait, l'intérêt de faire un travail de fond, c'est d'être... Au début, c'est très inconfortable. Et puis quand tu arrives à être à l'aise avec tout ce que tu détestais chez toi avant, ça en devient même confortable d'en parler. Parce qu'en fait, tu te sens plus vulnérable. Tu sais que quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Et c'est en partie thérapeutique. Oui, bien sûr. Donc ça a double effet positif. Ok. Euh, si on va faire une pirouette, comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a bien plu. Euh, on va revenir sur l'essence même à la base de l'épisode. Revenir sur ce qui nous anime aussi tous les deux, qui est le stress, la gestion du stress, la place du stress dans notre vie, essayer de le comprendre, ça c'est mon positionnement, mais comprendre que il n'y a ni stress positif ni stress négatif. C'est déjà très important. Voilà. Et que, mais par contre, il y a des mécaniques un petit peu derrière tout ça. Et aujourd'hui, force est de constater que on est tous plus ou moins sous l'emprise d'une forme de stress et de fonctionnement qui sont délétères pour notre corps, notre esprit. Ouais. Et ce que j'aimerais à travers notre échange, c'est apporter des clés aux gens qui nous écoutent sur mieux se comprendre et mieux appréhender ce qu'ils ressentent. Donc, par rapport au stress, est-ce que toi, déjà, tu as une définition, je sais pas si on peut dire ça comme ça. On peut. Bah, je cite toujours la même, c'est celle de Hans Selye qui dit: le stress, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour se protéger face à une agression extérieure, je crois. En gros, c'est tous les mécanismes qui jouent et qui s'enclenchent dans l'organisme pour permettre la survie face à une agression extérieure. Donc une agression extérieure, bah, la liste elle est longue, hein. Ça peut être les impôts en tout premier, très important de le mettre en tout premier. L'État français, hein, le parent toxique par excellence. Ça peut être un animal sauvage, ça peut être le froid, le chaud, le bruit, la pollution dans l'air, dans la bouffe, dans les vêtements, dans les savons, les ondes électromagnétiques. Tout ça est un stress. Tout ça peut venir perturber ton équilibre, ton homéostasie, ou ta capacité à maintenir ton homéostasie. C'est plutôt ce qu'on va appeler les stresseurs. Ce terme-là, je l'emprunte à Pierre Dufresne. Et le stress, bah, c'est tes capteurs internes qui analysent l'environnement, qui envoient l'information dans le cerveau, qui envoient l'information aux glandes surrénales, qui elles-mêmes balancent du cortisol et de l'adrénaline pour pouvoir survivre en étant capable de surperformer. L'adrénaline permet de monter dans les tours, en fait, c'est appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et quand tu es sous adrénaline, bah, tu es plus performant. Tu peux fuir ou combattre, tu peux te protéger face à l'agression. Et donc assurer ta survie, ton intégrité. À la base, c'est ça. Ça marche bien, ça nous permet de nous adapter à l'environnement, d'être plus résistants, d'être plus adaptés aux exigences du contexte dans lequel on évolue ou dans lequel évoluaient nos ancêtres. Parce que tout ça se transmet aussi par épigénétique. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est passé de, je sais pas moi, une dizaine de gros coups de stress dans la journée, ou on est passé à un millier de petits stress minuscules sans interruption toute la journée, et il y a plus de phase de repos. Du coup, on est en permanence surstimulé, et le système n'arrive pas à suivre parce qu'il ne s'est pas adapté. Quand je dis le système, là, je parle du système nerveux, quoi. Donc, la définition est relativement claire. Là où tu nous amènes, c'est effectivement ce changement de paradigme, entre guillemets, où effectivement, avant, un stress, c'était, entre guillemets, genre, c'est pas le bon mot, mais j'ai envie de dire un vrai stress. Pour le coup, tu sors, tu vas te faire attaquer par un lion, voilà. Et maintenant, en fait, il y a du stress un peu partout. Le cerveau est surstimulé en termes de stress. Mais pour revenir sur l'essence même de l'épisode, sur l'instant précis, en tout cas, pour moi, l'épisode, je l'ai construit autour d'un moment précis d'une vie. Ce moment où tu sais plus, en fait. Mais ce moment où t'es tellement
lancé dans ce que tu fais au quotidien, que ton corps a mis de manière consciente ou inconsciente tout un tas de mécanismes qui ont été utiles à un moment donné dans ta vie, mais que tu as gardé qui ne sont plus utiles et tu commences à avoir quelques symptômes que tu mets du temps à écouter, une forme de dissonance entre le Ouais. corps et l'esprit, et tu peux commencer à avoir la fatigue chronique, des problèmes de sommeil. Ouais, des crises d'angoisse, des acouphènes et tout un tas de choses. Je pense que ça intervient au moment où le stress a été tellement présent de manière tellement chronique pendant tellement d'années que le système est épuisé et donc on passe sur de l'anxiété sévère et on arrive à un stade où l'ego, le faux self et l'armure n'arrivent plus à contenir le mal-être, n'arrivent plus à contenir le manque de sécurité intérieure. Parce que c'est important d'ajouter ça, je pense, par rapport à ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de sources de stress qu'il n'y avait pas avant, mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'on est intrinsèquement plus sensible au stress et on surréagit en grande partie à cause du manque de contact physique et à cause de la relation à la mer qui s'est dégradée. C'est la relation à la mer dans les premières années de la vie qui installe un vrai sentiment de sécurité intérieure et donc ce vrai sentiment que quoi qu'il se passe, ça va aller. Ça, c'est important, on l'a perdu, la modernité a détruit ça. C'est peut-être ce qui causera la chute de l'Occident d'ailleurs. Et je pense que tous les mécanismes de survie qui se mettent en place inconsciemment, et ensuite ce qu'on met en place consciemment, le contrôle, les habitudes, les machins, ça vient pallier ça. Et en fait, en début de vie, ça va, parce qu'on a beaucoup d'énergie, le système est tout neuf. Et fin de vingtaine, surtout chez les hommes, bah, ça suffit plus. Et donc, le réel te rattrape, et du coup, ça commence à déborder de partout. Et dans ce moment-là, je pense que c'est ça, cette phase que tu décris, tu ne peux plus ne plus t'intéresser à ta santé. Parce qu'elle te rattrape. Le mal-être te rattrape. En fait, tu peux plus ignorer les signaux. T'as peut-être réussi à ignorer les signaux faibles pendant quelques années. Vous vous sentez fatigué, prenez des antidépresseurs. Vous vous êtes coupé de vous-même pour ne pas souffrir. Tenez, coupez-vous encore un peu plus de Un vous-même. peu plus. C'est la solution. Mais arrivé à un certain stade, il y a les signaux forts. Et les signaux forts, ils sont là pour te dire coucou, je suis le réel, tu n'as pas écouté les signaux faibles, voilà des signaux tellement forts que tu n'auras pas le choix que de les écouter ou pas. Et si tu les écoutes toujours pas, bon bah tu vas faire un face-à-face avec un poids lourd parce que tu vas t'endormir sur la route et comme ça, soit ça sera réglé définitivement, soit tu prendras des dispositions pour le restant de tes jours. C'est ça en fait. Ok. Toi, quand t'as quelqu'un qui vient te voir et qui t'évoque ces différents symptômes ou sensations, si tant est qu'il en ait conscience, Ouais. euh, tu commences par quoi? Tu te dis quoi? Déjà, j'essaye de creuser et de recueillir un maximum d'informations et de voir, déjà, de constater l'état d'épuisement dans lequel est la personne, et ensuite de constater son état de conscience, son niveau de conscience par rapport à son propre état. Souvent, tu sais, on dit je ne crois que ce que je vois. Non, c'est l'inverse. Tu ne peux voir que ce en quoi tu crois déjà. Mhm. Si tu es persuadé que tu as eu une enfance parfaite et que tu as été comblé d'amour, alors que ça n'est pas le cas, je peux pas te dire tu n'as jamais été aimé. Je peux pas te le dire comme ça. Tu vas t'effondrer. Donc, je dois prendre des pincettes. Et c'est là qu'il y a de la responsabilité de mon côté, c'est de jauger quel est le niveau de conscience de la personne et qu'est-ce qu'elle est capable d'encaisser ou pas. Qu'est-ce qui serait trop violent comme claque de réalisme et qui, du coup, ne l'aiderait pas. Ce serait tellement violent que ça la retraumatiserait par-dessus le trauma plutôt que de l'aider à s'en sortir. Donc, pour moi, le début, c'est ça. C'est voir où est-ce qu'elle en est en termes de prise de conscience et est-ce qu'elle est mûre pour aller entamer le travail de fond qui n'est pas du tout sexy et qui n'est pas du tout agréable. Et c'est ultra prétentieux peut-être de le dire comme ça, mais je sens que la plupart des gens, ils ont pas trop conscience d'où ils en sont. Il y a des gens qui sont extrêmement lucides. J'ai l'impression que ça dépend des fonctions cognitives qu'ils utilisent. Je renvoie au MBTI, le test de personnalité. J'observe des occurrences. Il y a des gens qui sont extrêmement lucides sur eux-mêmes là où ils en sont et d'autres pas du tout. Mais c'est le premier truc que je fais. Et ensuite, bah pour moi, c'est deux choses.
faire un travail de fond sur les fondations psychologiques, aller travailler en profondeur sur le sentiment de sécurité intérieure, sur le rapport à soi-même, la relation aux parents, ce qui s'est passé dans l'enfance, les émotions, un travail sur l'émotion, et dans un même temps, faire un travail sur l'hygiène de vie, parfois ajouter des choses, parfois enlever des choses, dégrossir, ne garder que l'essentiel, pour que la personne ait plus d'énergie, plus de vitalité. Parce que si on considère l'humain comme un système, et qu'on se dit que ce système doit évoluer, doit changer, doit remettre en question des conditionnements, des machins, et ben il faut qu'il ait de l'énergie pour ça, parce que le changement, c'est énergivore. C'est pour ça qu'il y a de la résistance au changement, et c'est pour ça qu'en général, on attend de souffrir profondément pour changer. On attend que ne pas changer nous coûte plus cher que de changer. Et donc, comme un travail de thérapie est très énergivore, moi, mon but, c'est de faire en sorte que la personne ait plus d'énergie, plus de vitalité, qu'elle ait du surplus d'énergie pour que le travail de fond puisse bien se passer. Parce que si c'est pas le cas, si elle est épuisée et qu'on vient faire un travail qui va littéralement balayer tous ses conditionnements et tout ce qui lui fait sentir un sentiment de sécurité illusoire, et ben en fait, elle va avoir une réaction de recul, de rejet. C'est vraiment la caverne de Platon. C'est en gros, je prends la personne, je la mets en plein soleil, sauf que je lui ai pas mis de crème. Je suis pas forcément pour la crème solaire, mais t'as compris l'idée, quoi. Et ça, pour moi, ça va ensemble. Et c'est pour ça que je pense que de la thérapie sans coaching, c'est très limité. Et du coaching sans thérapie, c'est envoyer les gens au casse-pipe. Parce que s'ils sont épuisés et que tu leur donnes plus d'énergie, tu vas juste retarder l'effondrement. Tant qu'ils n'auront pas changé leur rapport à eux-mêmes, leur capacité à prendre soin d'eux, à s'aimer et installer un vrai sentiment de sécurité intérieure, ils vont continuer à gaspiller l'énergie, à s'agiter dans tous les sens, et ils vont finir épuisés d'une manière ou d'une autre, mais peut-être plus tard. Tu leur donnes juste un sursis, et c'est pour ça que pour moi, coaching et thérapie vont ensemble, et je terminerai là-dessus. En fait, c'est le yin et le yang. C'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est le papa, la maman. La thérapie, c'est de l'énergie maman, c'est prendre soin des gens. Le coaching, c'est de l'énergie papa. C'est mettre un coup de pied au cul aux gens et leur dire faut que tu fasses ça, que tu te bouges le cul, parce que sinon, tu vois, ça va ensemble. Voilà. Ok. Je peux te dire. Pour la personne qui écoute, là, qui se dit, qui se retrouve un petit peu à travers nos propos, mais qui prend la discussion, là, et quand tu parles de thérapie, tu penses à quelle thérapie? Alors, je ne pense pas aux formes de thérapie brève très interventionnistes qui sont très à la mode, type hypnose, EMDR, tout ça. Je ne pense pas non plus à tout ce qui est breathwork, prise de psychédéliques, etc. Parce que pour moi, tout ça relève du passage en force. C'est pas pour rien qu'il y a des portes à l'intérieur qui sont fermées. C'est pas pour rien qu'on peut pas les ouvrir. Si on peut pas les ouvrir, c'est parce que ce qu'il y a derrière, c'est trop douloureux. Et donc, il faut aller au bon rythme. Et une thérapie trop interventionniste va souvent griller les étapes. Ça peut bien se passer, hein. Tu peux avoir de super résultats, et en fait, t'as un coup de bol, t'as pas touché un mur porteur, je vais le dire comme ça. Mais il se peut que ce soit trop violent, trop rapide, et qu'en fait, tu recrées un trauma sur le trauma, que tu fasses une crise de décompensation, une crise psychotique, et que tu finisses en hôpital psychiatrique. Je peux te dire qu'en France, une fois que t'es en HP, à mon avis, c'est fin du game, hein, parce qu'une fois en HP, on te blinde de médoc horriblement fort, et à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour moi, c'est fin de jeu, quoi. Et donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, pour moi, les formes de thérapie aujourd'hui dans lesquelles je crois, c'est des formes qui accompagnent le rythme naturel des choses et qui sont en phase avec les capacités de la personne à encaisser. Tu vois, il y a deux extrêmes. On va dire le plus interventionniste, c'est l'hypnose, et le moins interventionniste, c'est la psychanalyse. Où pendant 3 ans, tu vas aller voir ton thérapeute une fois par semaine, il va te parler, machin. Enfin, tu vas lui parler, il va pas dire grand-chose. Ok, c'est intéressant, mais bon, je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver. Moi, la méthode qui a bien fonctionné sur moi, c'est une méthode plutôt basée sur l'échange, la discussion et sur l'émotionnel. Je saurais pas t'en parler très précisément parce que c'est plutôt le travail de mon associé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne relève pas du tout de l'hypnose et de l'auto-hypnose. D'ailleurs, le développement personnel, ça n'est que ça. Hein. Enfin, il y a toute une dimension du dev perso qui relève juste de l'auto-hypnose. Les affirmations positives, tout ça, c'est de l'auto-hypnose. J'y ai cru pendant des années. J'en suis revenu.
tout comme quelqu'un que tu peux trouver sur YouTube sous le nom de Hypnomachie. Hypnomachie, ça veut dire combattre l'hypnose, qui est un ami aujourd'hui, qui a été un mentor et qui m'a pas mal aidé à comprendre tout ça. Et qui, pareil, a eu une formation d'hypnothérapeute, qui a fait de la PNL pendant des années, parce qu'il était jeune, parce qu'il voulait de l'efficacité, il voulait un truc qui fonctionne, qui donne des résultats tout de suite. Toute l'époque veut ça. Mais il en est revenu parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait, dans la plupart des cas, faire plus de mal que de bien, et il voulait plus prendre le risque. Ni pour lui, ni pour les autres. Voilà ce que j'entends par thérapie. Et je pense que dans les trucs connus, ce qui se rapproche peut-être le plus, c'est peut-être ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Oui, c'est ça, TCC. TCC, ouais. Mais disons que, pour moi, de la thérapie qui relève juste de l'intellect, juste de faire prendre conscience aux gens, ça suffit pas. Il faut aller faire un travail sur l'émotionnel et il faut aller faire un travail sur le corps. Il y a un très bon livre que je suis en train de finir là qui s'appelle La peur de vivre de Alexander Lowen. C'est un mec qui travaille sur le corps, sur les tensions, par exemple, qui travaille sur les tensions dans le bassin, les gens qui ont eu des problèmes, les complexes d'Oedipe, tout ça. Vraiment, c'est un travail sur la sensation. Et pour moi, un bon travail thérapeutique, il relève de ces trois centres, mental, émotionnel et instinctif. L'intelligence du cerveau, le deuxième cerveau, et le troisième, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, grâce à Pierre Etchart, que tu connais peut-être, Ouais, il y a des neurones dans le cœur aussi. il y a des neurones. C'est fou ça. Exactement. Il y en a un petit paquet aussi, Ouais, qui a son propre mode de fonctionnement. c'est ça. Ok. Ça tombe bien parce que j'ai un diplôme en hypnose thérapeutique. Mais même principe, je suis curieux. Euh, c'est pareil. Je suis pas, moi, je suis pas sûr qu'il y ait une vérité absolue. Euh, L'important, c'est que tu y crois toi. Je parle de toi, je parle à tout le monde qui écoute, quoi. L'important, Ouais. c'est qu'une fois de plus, ce soit impactant pour toi et que ça ait du sens. Là, que ce soit impactant, que ça ait du sens pour toi. Et je pense qu'effectivement, l'un des aspects qu'on néglige le plus, c'est ce rapport, une fois de plus, au cœur. Parce qu'on est beaucoup dans l'intellect. Et moi, le premier, hein, quand je te parle de ça, je reviens d'un week-end où, en fait, ça a été... j'ai beau le savoir, j'ai tendance à repartir dans des mécanismes qui sont toujours là, c'est-à-dire revenir beaucoup à la tête et sortir et ne plus Pareil. être aligné exactement avec ce que j'ai envie, à tel point que des fois tu es un peu perdu et tu sais plus ce que tu as réellement envie. C'est très confortable. Le mental est un très bon refuge pour désinvestir le monde, désinvestir le réel. Et donc là, pour le coup, je suis vraiment dans cette réflexion-là et ça m'amène vraiment à ces termes de, je sais pas si c'est le bon terme, mais les valeurs, tu vois, qu'est-ce qui t'anime réellement et pas la, si ça pourrait être la fraternité, des trucs comme ça, mais c'est plus profond que ça, quoi. C'est-à-dire effectivement revenir sur ton passé, ton vécu, qu'est-ce que t'as traversé, où est-ce que tu as eu potentiellement des manques, où est-ce que tu as souffert et qu'est-ce qui aujourd'hui, de par ce que tu as traversé auparavant tout petit ou un peu plus vieux, donne du sens vraiment profondément. Et ça, tu le sais que en prenant le temps de t'observer. Ouais. Et de faire la paix avec tes affects, tes blessures, parce que souvent les motivations, elles viennent de là. Et comment tu arrives à revenir donc au cœur quand tu es en permanence dans le mental? En fait, le cœur, les émotions, c'est le seul truc qui se déroule ici et maintenant. Parce que le mental, il se projette dans le futur et il ressasse le passé. Et en fait, le corps, évidemment, le corps te sert à te mouvoir maintenant, à agir maintenant, mais le corps, tout ce qui relève du corps en thérapie, c'est juste le passé qui s'est cristallisé, des événements dans le passé ou des choses dans le passé qui se sont cristallisées sous forme de tension, de raideur, de trucs de posture et tout. Donc, l'émotion, c'est vraiment la porte d'entrée pour accéder à ce qui se passe maintenant, tout de suite, tu vois. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est ce qui amène le plus de résultats. C'est ce qui est le plus efficient en thérapie. C'est pas ce qui amène le plus de résultats. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être plus efficaces, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Pour moi, l'hypnose peut être très efficace, mais elle peut coûter cher. C'est juste qu'on se rend pas forcément compte du coût qu'elle représente. Alors que la thérapie par l'émotionnel, elle porte ses fruits et elle évite
le potentiel sacrifice de soi-même ou le sacrifice de l'autre. Je sais pas si je suis clair, mais ça répond pas exactement à ta question. Qui était? Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Qui Je te demanderais était, comment en revenir au cœur. gros, Comment revenir au cœur? ouais, comment on revient au cœur, quoi. Alors, pour moi, le cœur, l'émotionnel, c'est ce qui... Comment on revient... Ah, ouais, je pense que je vais le dire comme ça. Pour revenir au cœur, il faut revenir à l'autre. Si t'es centré sur toi-même, alors il n'y a pas d'altérité. Et donc, il n'y a plus de relation. Donc je pense que pour revenir au cœur, il faut sortir de l'individualisme et il faut arrêter de croire qu'on peut régler tous ces problèmes tout seul. Et il faut aller vers l'autre. Sans oublier, moi tu vois, je m'efforce de faire ça, sans jamais oublier le fait que je trouve trois quarts des gens insupportables et je me fais chier avec eux, et que j'ai l'impression de perdre mon temps avec eux. Je vais pas me forcer à entrer en relation avec tout le monde juste parce que c'est important et que ça me fait me sentir... Non, non, non. Juste, j'ai fait le tri, je suis gentil les trois quarts, en vrai 90% des gens, je peux plus. Mais les 10% restants, bah, j'ai envie de passer du temps avec eux, ça me fait du bien. Et parfois, quand je vais pas bien et que je suis dans un mauvais mood, bah, d'un côté, j'ai de l'anxiété sociale et tout, il y a encore des rêves, donc j'ai pas envie, mais si j'y vais, je passe du temps avec eux, après, je me sens super bien. Et je sens que ça m'a fait du bien. Alors que mon ego, avant, était en train de me convaincre, mais non, reste tout seul dans ton coin, machin. L'autre est une menace, de toute façon, l'autre, il t'aime pas. Tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte depuis le mental. Là, l'entrepreneur ou le père ou la mère de famille qui nous écoute, qui ont une vie bien chargée, bien Mm. stressante. Mm. euh, je sais que tu dis que t'as pas de routine, t'as pas Un minimum, un minimum. C'est quoi les fondamentaux Ok. auxquels on peut pas passer à côté si on veut revenir un temps soit peu en bonne santé et Ok. sortir de ce stress ou de cette anxiété permanente? Les fondamentaux, c'est de comprendre quelles sont les grandes lois qui régissent le monde, l'univers. Et parmi ces lois, il y a la thermodynamique. Et donc, je vais te dire que les fondamentaux, c'est de comprendre que si tu veux fonctionner en tant que système humain, si tu veux bien fonctionner, tu as besoin de mobiliser de l'énergie pour produire de la performance physique, cognitive, te connecter aux autres, etc. Cette énergie, tu la sors pas de nulle part. La magie, ça n'existe pas. Ça, c'est un rappel pour les socialistes et tous les gens qui pensent qu'on peut faire du jeûne intermittent tous les jours et des douches froides tous les jours et manger 1200 calories et être en bonne santé. Non. Si tu veux mobiliser de l'énergie, tout comme si tu veux mobiliser de la monnaie, il faut l'avoir, cette valeur, il faut l'avoir générée à un endroit. La planche à billets, imprimer des euros à l'infini, c'est exactement comme croire que tu peux être en parfaite santé en mangeant 1500 calories par jour uniquement à travers des jus verts. Ce que j'ai fait il y a 10 ans, pendant 6 mois. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, je carburais au stress parce que mes glandes surrénales étaient en panique, parce que j'étais sous-nutri et que, bon, ça dure quelques mois, t'as la pêche, et puis après, ça crache. Donc la base, c'est ça, c'est de comprendre que, comme dirait Milton Friedman, qui à la base est un monétariste, un économiste, il dit, il n'y a pas de repas gratuit. Et l'autre, c'est Lavoisier qui dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il te faut de l'énergie. Donc cette énergie, il faut que tu ailles la chercher quelque part dans ton environnement. Donc, sommeil, nutrition, activité sportive, mais juste les fondamentaux. Ingérer les aliments les plus denses nutritivement parlant, bouger pour entretenir le système, entretenir les canalisations et faire en sorte que ton système conserve ses capacités à transformer l'énergie avec un bon rendement dans les mitochondries. Ça vient de l'activité sportive et de ce que tu manges et comment tu t'oxygènes, etc. Donc, faire rentrer des nutriments dans le système, entretenir le système pour qu'il puisse correctement transformer l'énergie d'une forme à une autre, bien t'oxygéner, et bah, évidemment se reposer suffisamment, et aussi un truc, respecter la cyclicité des choses et arrêter de croire qu'on peut être des robots et qu'on peut être à 100% tout le temps. Quand je dis cyclicité des choses, c'est à tous les horizons de temps. Quand t'es vieux, tu peux pas avoir le même niveau de productivité, tu peux pas mobiliser autant d'énergie que quand t'as 20 ans.
Si tu vis en France, dans le nord de la France, tu peux pas mobiliser autant d'énergie en hiver qu'en plein été. Donc il faut respecter cette cyclicité. Si tu prends pas 1 ou 2 jours de pause entre 2 semaines de travail, à la longue, tu vas t'épuiser. Si tu dors pas entre 2 jours, tu vas t'épuiser. Si tu fais pas 1 ou 2 pauses dans ta journée de travail, tu vas t'épuiser. Tout est cyclique, et si tu respectes pas cette cyclicité, si tu veux tout le temps être comme ça, bah en fait, si tu veux être hyper performant à un certain moment, être en pleine forme et vraiment être au top physiquement, cognitivement, l'un ou l'autre ou les deux, si tu veux être là, bah il y a des moments où il faut accepter que tu te reposes pour de vrai, où il y a plus aucune stimulation. C'est pas je vais me reposer, je vais scroller pour me détendre. T'es pas en train de te détendre. T'es en train de maintenir un niveau de stress et de stimulation sensorielle suffisant pour pas ressentir le vide parce que t'as pas réglé tes problèmes de fond. Parce que pouvoir se reposer réellement, c'est un luxe, parce que c'est pas forcément confortable si intérieurement tu te sens pas en sécurité. Mais c'est nécessaire de se reposer réellement et profondément à certains moments pour pouvoir à d'autres moments être mobiliser vraiment l'énergie dont tu as besoin pour performer. Pardon. Donc c'est vraiment les fondamentaux, c'est vraiment l'énergie, les principes de l'énergie, de la thermodynamique, et comprendre que il n'y a pas de repas gratuit. Tu peux pas créer de l'énergie à partir de rien. Et si tu tires beaucoup sur la corde, si tu en demandes beaucoup à ton système, alors il faut en prendre soin. Je termine sur un truc. Ce qui est fou, c'est qu'on a perdu, ça rejoint ce qu'on disait avant, on a perdu cette capacité à s'écouter, à écouter les signaux faibles de fatigue, parce qu'on est coupé de nous-mêmes. Et par exemple, tu vois, dans une voiture, quand il y a un voyant rouge qui s'allume, bon, tu sais que si tu vas pas au garage, tu vas avoir un problème plus grave. Ça ne viendrait pas à l'idée de mettre un coup de tournevis pour que le voyant il s'éteigne. Et tu te dis, allez, c'est bon. On arrive mieux à prendre soin d'une voiture que de nous-mêmes. Parce que nous, quand il y a un voyant orange, on se dit, ouais, c'est bon, faut bien mourir de quelque chose, parce que plein d'injonctions hypnotiques dans l'éducation, etc., que de la merde. À une époque, ça a servi, c'est juste que aujourd'hui le monde il est plus hostile comme avant, donc aujourd'hui ça ne sert plus à rien, ça nous dessert. Et au bout d'un moment, bah, le voyant il est rouge, et là, bah, on continue à pas écouter, ou alors on va régler la conséquence du problème, mais pas la cause. Mais bon, mais la voiture, ça on en prend soin, hein. On la bichonne, tu vois. On y va. On y Donc, met de ouais, l'argent. On a entendu à demi-mot, enfin j'ai entendu à demi-mot. Donc pour générer de l'énergie, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en précision, si tu le veux bien, sur, on a entendu bien manger, on a entendu bien dormir, on a entendu bien bouger. Est-ce que là-dedans, toi, t'as des recos ou t'as pas de recos? Quelques principes de base que je respecte, qui sont devenus que j'ai tellement intégrés et qui sont tellement importants pour moi que ça me demande même plus d'efforts intellectuels pour maintenir. Enfin, ça me coûte plus d'énergie que de le faire. Bah, ça va être par exemple manger 3 fois par jour. Je ne fais plus de jeûne intermittent à part de très rares occasions. Étant très sensible au stress de base, bah, je ne le fais plus. Donc je mange 3 fois par jour, je mange des protéines, des glucides, des lipides à chaque repas. Je fais en sorte de bien choisir mes aliments et un minimum mes modes de cuisson, machin, pour éviter de trop dégrader les micronutriments. Je me supplémente. Parce que je considère qu'aujourd'hui, avoir accès à une alimentation riche en micronutriments, c'est extrêmement compliqué et cher. Je fais du sport, je vais à la salle de sport, on va dire 3 fois par semaine. Je fais des séances de 30-45 minutes complètement à l'arrache, j'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que j'ai envie, je m'amuse. Je marche beaucoup, je fais tous mes appels au téléphone. Le seul truc que j'ai gardé vraiment routinier, c'est de faire du qigong le matin. Pourquoi du qigong? Parce que c'est un moyen de réveiller le corps en douceur, de faire circuler la lymphe et de s'oxygéner, de vraiment s'oxygéner profondément. D'ailleurs, incroyable, le niveau d'éveil que j'ai après 15 minutes de qigong le matin, des fois j'oublie de boire un café. Te dire à quel point je me sens réveillé. Donc le qigong, incroyable. Et puis j'essaye de me coucher à peu près aux mêmes heures, même si c'est pas toujours évident, mais disons que c'est quand même plus régulier qu'avant. La régularité, ça fait quand même la différence, hein. Je le sens, genre, s'endormir à 11h30 et se lever à 8h, putain, qu'est-ce que je me sens bien quand j'arrive à faire ça. Donc... Et écoute, est-ce que j'ai fait le tour? Ah non, j'ai pas fait le tour. Enfin,
Sur l'aspect hygiène de vie, si. Et puis entretenir un minimum de relations sociales profondes, authentiques et gratifiantes. C'est quand même, c'est tout aussi important pour notre équilibre psychique que de bien manger ou de bien dormir. Les neurotransmetteurs, tout ça dépend énormément de nos relations aux autres. Le GABA, la sérotonine, l'ocytocine, tout ça. Je bois quasiment pas d'alcool. J'ai enlevé la bouteille d'Armagnac du cadre, histoire de faire un peu sérieux, mais je bois un petit Armagnac de temps en temps parce que c'est délicieux. Mais c'est quand même vachement rare. Je fume très rarement. Je dois fumer. J'ai fumé des clopes pendant des années. J'ai fumé de la weed pendant des années. C'était un moyen de me fuir. Tu vois, aujourd'hui, je fume 2 fois par an quand je suis avec des potes en soirée. Je m'autorise quelques petits plaisirs. Avant, j'étais vraiment un nazi sur la bouffe. Aujourd'hui, je peux être quand même vachement plus laxiste. Comme je suis en meilleure forme, que mon système hormonal fonctionne mieux, mon système nerveux est plus détendu, que je digère mieux, etc., bah, je tolère beaucoup plus des écarts qu'il y a quelques années. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? Bah, je fais ce que j'aime. Je refuse de me laisser domestiquer, de me laisser soumettre. Et je pense que ça, surtout dans la vie d'un homme, c'est extrêmement important pour pas vivre l'inhibition. Parce qu'une fois que tu es dans un état d'inhibition, t'as beau avoir une hygiène de vie carrée, tu vas décrépir en accéléré. Donc je refuse de vivre comme un esclave. Et j'essaie de travailler à ma souveraineté individuelle, qu'elle soit cognitive, intellectuelle, financière, géographique, tout ce que tu veux. Je pense que c'est aussi un aspect très important. Voilà. Et j'essaie d'avoir une parole libre aussi. Ça a demandé un gros travail, ça. Hein. D'être à l'aise avec le fait d'être détesté pour ce que tu dis, d'être insulté. Aujourd'hui, ça me glisse dessus, alors qu'à une époque, ça m'aurait terrorisé. Et là, j'ai fait le tour. Ok. Bah, déjà, merci, une fois de plus. Mais dans, dans toutes les, dans toute l'hygiène, comme tu appelles ça, dans toute l'hygiène de vie, qu'est-ce que tu penses, même si tu t'en as parlé à demi-mot tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses des recommandations en lien avec la longévité? Est-ce que alors sans en faire un dogme, tu vois, Ouais. mais enfin, on va prendre des recos bien connus, les 7000 ou 10 000 pas par jour en fonction d'où on se positionne, les 2 à 3 séances de muscu pour développer suffisamment de force pour bien vieillir, entretenir son système cardiovasculaire en zone 2 et aussi en haute intensité. Enfin, toutes ces choses-là que tu as sûrement, que tu connais bien. Aujourd'hui, tu te positionnes comment par rapport à ça? J'essaye d'appliquer le filtre du bon sens. Parmi ces recommandations, il y en a qui sont pleines de bon sens. Hein. Marcher suffisamment, monter dans les tours en termes de cardio de temps en temps pour entretenir la machine. Faire un travail de renforcement musculaire pour maintenir une bonne masse musculaire et mieux vieillir. Enfin, ouais, pour moi tout ça c'est important. C'est juste que j'essaie de ne plus me faire dépendre de tout ça et de le faire parce que j'aime ça. Moi j'ai testé énormément de choses et j'ai gardé ce que j'aime. Et à une époque, j'étais obsédé, je disais tout le temps moi je veux vivre 120 ans en bonne santé, machin. En fait, au fond, j'étais terrorisé, j'avais peur de la mort et j'étais obsédé par le contrôle et je prenais pas soin de moi. Enfin, j'étais un tyran avec moi-même. Je pense pas que je vivrais 120 ans en bonne santé. Peut-être je vivrais 100 ans, j'en sais rien. J'essayais quand même d'appliquer quelques trucs de bon sens pour la longévité. Tu vois, par exemple, je prends de la glycine tous les soirs. En plus, ça m'aide à bien dormir et ça permet de vieillir moins prématurément. J'essaie de faire attention à des choses comme la glycation, le stress oxydatif, tout ça. Mais je m'en fais plus dépendre, en fait. Je m'en rends compte que je n'y pense plus, en fait. Là, tu me fais m'en rendre compte en me posant la question. J'y pense plus, mais j'ai gardé des choses parce que ça fait partie de moi. Moi, ma pente, c'est vraiment de chercher la perfection et tout, et de faire extrêmement attention, de tout contrôler, machin. Juste, je ne le fais plus depuis le même espace qu'avant. C'est ça. En fait, c'est ça que j'entends chez toi, beaucoup. C'est-à-dire que j'entends bien
t'as beaucoup de connaissances, même, en fait, c'est bien connu, hein, plus on a de connaissances, La courbe de Dunning-Kruger. plus voilà, il y a deux choses, c'est plus on a de connaissances, plus on a l'impression de rien savoir. Euh, et plus on a de connaissances, et plus parfois on devient son propre bourreau. Ouais, Et donc pour le coup, on sent que tu as voulu tout maîtriser à un moment donné de ta vie, complètement. et que aujourd'hui tu es dans une forme de tu me dis si je me trompe, hein, je peux être complètement à côté de la plaque. Tu es dans une forme de plus de c'est de l'équilibre, mais du bon sens de l'équilibre et de lâcher prise là-dessus pour justement te sentir bien. Je pense que tu as poussé beaucoup les curseurs, et qu'aujourd'hui, et je te rejoins là-dessus parce que une fois de plus, je pense on a des modes de fonctionnement qui sont à peu près similaires sur pas mal de choses quand même. Force est de constater à travers ce que tu me racontes. Sauf que je suis pas à ton stade de cheminement sur certains aspects, mais pour le coup, avoir cette forme de lâcher prise autour des dogmes, des recommandations qu'il faut tenir absolument pour être sûr de pouvoir vivre tant de temps. Parce que, en fait, effectivement, quand tu penses à la longévité, bien évidemment, on se dit tout de suite, le gars a peur de mourir. Exactement. L'obsession numéro 1 de tous les transhumanistes, c'est qu'ils sont terrifiés par la mort. Et donc, terrifiés par la vie. Et pour le coup, là, je dévie, mais c'est pas ça que je voulais dire à la base, mais ça me fait rebondir sur un point, c'est que quand tu as la philosophie a un grand impact quand tu as peur de la mort, en fait. Bien sûr. Qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit... je me suis pas mal intéressé ces derniers temps au stoïcisme et certains auteurs qui parlent de ça. Et effectivement, il y a un grand volume sur la mort, et quand tu arrives à faire la paix avec ça, ce qui n'est pas encore mon cas, Ça, c'est l'histoire de toute une vie. Hein. force est de constater que tu es plus prêt à lâcher certains aspects de ce que tu veux contrôler, quoi. Ça, je trouve mon associé Timothée développe super bien sur ces sujets-là. Il m'a mis quelques claques de réalité ces derniers 12 mois. Et un truc qu'il m'a dit, c'est... Par exemple, par rapport à la réussite, il m'a dit, c'est que quand... Enfin, il dit, c'est que quand t'acceptes que tu peux tout perdre, tout ce que t'as bâti, tu peux le perdre. Il y a que quand t'acceptes ça, que t'es vraiment libre. Tant que tu t'accroches à je vais réussir ou ah j'ai réussi à construire ça, je vais réussir à le maintenir, en fait t'es dans la peur et ça te bouffe ton énergie. Ça on en a longuement parlé en podcast avec Ibra TV, qui nous a dit qu'en gros lui il avait jamais cru au fait qu'il allait réussir. Il a toujours juste fait ce qu'il aime et il a trust the process. Et c'est vrai que ça dans le monde du dev perso et du business c'est pas le truc qu'on entend le plus couramment quoi. Ouais, carrément. Et moi, quand j'ai écouté ces passages sur votre podcast, ce qui m'a marqué, c'est effectivement que le gars reste connecté le plus possible au cœur, quoi. C'est-à-dire que vraiment, et ça, moi, c'est quasiment enfin, c'est pas à l'opposé de moi, mais pas loin. À un moment donné, j'ai l'impression d'être complètement sorti de ça, et c'est une dualité entre deux aspects de moi qui essaient de me ramener vers le cœur, et parfois je repars dans la tête, je repars dans le cœur, et je fais que d'alterner comme ça. Et ces personnes-là qui arrivent facilement à rester drivées par les bons drivers, pour le coup, je pense. Moi, ça m'impressionne. Moi aussi. Et ça se voit que c'est quelqu'un qui est bâti sur des fondations psychologiques très saines. Ah ouais? Ouais. Bah disons que maman a joué son rôle et papa aussi quoi. Ok. Mais en tout cas, là pour revenir à l'hygiène de vie, effectivement, il y a des grands principes, tu les as rappelés, même si ça paraît être du bon sens, c'est juste encore hallucinant qu'aujourd'hui on soit obligé de le rappeler d'ailleurs pour moi. Mais Eh bien en fait, quand t'as passé des années à tout complexifier pour pouvoir exercer du contrôle et être dans la minutie, machin, dans la rigidité, si j'arrive et je te dis non mais en fait 95% de ce que tu fais ne sert à rien, tu te dis mais attends mais qu'est-ce qui reste du coup? Du vide? Je vais m'ennuyer, je vais passer du temps seul avec moi-même? Non. Trop inconfortable, j'ai besoin de contrôler. Donc je vais trouver un autre truc. Je vais m'intéresser à un autre sujet, tu vois. Au fond, c'est toujours le même problème, c'est que intérieurement,
on est dissocié de soi pour ne pas se retrouver avec soi, parce que ça fait trop mal. Donc on a besoin de s'occuper l'esprit. Et si c'est pas avec en pesant son riz et en allant à la salle tous les jours, bah ce sera en écoutant des podcasts, ce sera en jouant aux jeux vidéo, tout est bon pour se fuir. La liste elle est interminable. Tu vois, quand j'ai fait mon burn-out il y a 4 ans, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait trop de choses. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je crois que j'ai l'impression que je fais encore trop de choses. Euh, mais il y avait trop de choses et je pense que c'était exactement ça. C'est-à-dire, j'occupais un maximum de tout ce que je pouvais occuper en termes de temps et d'énergie, sans oublier bien évidemment de me mettre des matraques de l'espace, De se buter à la salle. de me buter comme un assassin au sport et qui plus est le soir de fumer pour aller me couper, sinon j'arrivais pas à dormir. Donc tu vois, tu tires tous les curseurs au max. La totale. Ouais, bon, j'y suis allé pleinement et pendant des années pour le coup. Ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, et tu vois, ce qui était drôle, c'est que avec le Covid, il y a eu cette révélation. Alors ça, c'est C'est-à-dire tellement intéressant ce qui s'est passé. le vide, Ouais, rien. c'est fou. Ça. Et vraiment, parce que ce qui était hyper intéressant, c'est que mentalement, et j'ai déjà dit, mais mentalement, et physiquement, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Alors ça, faut que tu lises le bouquin La peur de vivre, Alexander Lowen, parce qu'il parle de ça, d'un truc qui caractérise beaucoup des gens qu'il a accompagnés, c'est cette peur de mourir et cette peur de devenir fou si jamais ils se sentent trop en vie, s'ils ressentent trop de sensations, trop d'intensité. Tu sais que pendant le Covid, c'est le moment où les hôpitaux psychiatriques ont été le plus surchargés. Moi, ma théorie, c'est que au passage, c'est monstrueux ce qui s'est passé. C'était vraiment une grande expérience de domestication des masses. Le test a été très concluant d'ailleurs. Bref, en forçant les gens à rester chez eux pendant 3 mois, en les coupant de tout ce qui constituait leur routine de régulation émotionnelle, tout ce qui leur permettait de s'occuper l'esprit, en les forçant à se retrouver seuls avec eux-mêmes, bah, tu les forces à se retrouver seuls face à leur vie d'intérieur. Et je pense que plein de gens ont pété un câble à cause de ça et sont partis se faire interner en hôpital psychiatrique. Ouais, c'est possible. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais tu vois, dans cette période-là, ce que je disais, pendant cette période-là, qui a commencé un peu après, moi, paradoxalement, j'ai explosé à la reprise du travail. Pas pendant le Covid, mais à la reprise, où j'avais créé d'autres trucs en attendant, bah, effectivement, pour éviter de rien avoir à faire. Et ben, j'ai réappris à rien faire. Ça s'apprend, hein. C'est une compétence. Ah, de ouf. Mais j'ai réappris à rien faire. En tout cas, des choses que je ne faisais jamais, d'ailleurs. Et pour le coup, ça a été très appréciable. Et j'essaie de garder un tant soit peu ça en tête, des moments où bah, je ne fais rien. Voilà. En fait, je crois, peut-être pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, ça a marché pour moi. La première étape qui m'a permis d'intégrer ça, c'est de me faire une pirouette à moi-même. Étant à l'époque obsédé par la productivité, l'efficacité, le rendement, machin, je me suis dit, mais attends, en fait, du temps que je passe à m'ennuyer, c'est du temps que je passe à me régénérer. Donc, ensuite, le temps, quand je serai en train de travailler, bah, je serai plus concentré, je prendrai des meilleures décisions, je serai plus lucide, etc. Donc, ce temps, il est ultra rentable. Donc, faut vite que je m'ennuie. Donc après, tu rentres dans une espèce de boucle terrible où tu te dis, putain, là, il faut que je m'ennuie, il faut que je m'ennuie, il faut que je m'ennuie. Et du coup, tu utilises la volonté pour essayer de ne rien faire. Ça ne marche pas. Mais au moins, tu comprends que c'est dans ton intérêt et que c'est pas du temps perdu. Littéralement. Moi, le temps que je passe le matin à respirer, à faire du Qigong, c'est ultra rentable. Toute ma journée, je sens que je suis plus clair dans ma tête, je prends des meilleures décisions, je vais plus facilement vers les gens, je suis moins anxieux. Et donc, je suis ultra gagnant à l'arrivée. Le retour sur investissement, il est monstrueux. Donc, pour tous les utilitaristes qui nous écoutent, ceux qui sont obsédés par la productivité, eh ben, ennuyez-vous, c'est extrêmement rentable. Et moi, j'ai tendance à dire et à répéter, en fait, pour moi, ne rien faire, ça n'existe pas. Mais fondamentalement, en fait, on ne fait jamais rien. Même quand tu ne fais rien, il se passe quelque chose. C'est le principe du vivant. Tant que tu es vivant, il se passe quelque chose. À l'intérieur de toi, même si tu es allongé dans un lit et que il se passe des choses intérieurement. Donc, t'as beau, tu ne feras vraiment rien que le jour où tu seras mort finalement. Et encore. Pareil pour le stress. Le seul moment où il n'y a pas de stress, c'est quand t'es mort. Donc, vaut mieux pas chercher à enlever le stress. Voilà, donc si à un moment donné ça vous stresse de vous dire que vous ne faites rien, bah dites-vous que même quand vous faites rien, vous ne faites pas rien.
Ça peut vous rassurer. Voilà. Euh, Ouais, bien. Je voulais encore aborder un je ou t'en deux prie. trucs. Euh, Tiens, une petite partie encore un peu introspective, histoire d'être un peu casse-pied. Euh, Avec plaisir. Il y a plein de trucs en fait. Non, je m'attendais pas à un épisode comme ça, mais ça me va bien parce que je préfère fonctionner au feeling comme ça. Et en fait, il y a plein de trucs dans ce que tu as soulevé, dans ce que tu aimes et dans ce que tu abordes qui me parlent. Il y a toute une partie sur l'argent que j'aimerais qu'on aborde, mais Allez. ce sera ouais, mais c'est pas là. C'est pas là, mais tu vois, il y a tout un aspect là-dedans où j'aimerais qu'on aborde ça sur l'entrepreneuriat, l'argent, le rapport Ouais. à ça. Juste un Euh, truc. L'économie, c'est de l'énergie transformée. L'argent, c'est juste une manière d'échanger l'énergie, de fluidifier les échanges d'énergie. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que les grands principes qui sous-tendent la santé sont les mêmes que ceux qui sous-tendent l'économie. Et c'est pour ça que je suis évidemment un libéral, économiquement. Un ouais, non-interventionniste. on l'avait pas compris. On n'avait pas compris avec deux trois punchlines. Mais ouais, en tout cas, ça m'intéresserait qu'on rééchange là-dessus. Avec plaisir. Euh, mais pour revenir sur la partie un peu plus introspective, Mhm. je suis partisan du fait que quand on tire d'un côté, on perd de l'autre. Selon toi, qu'est-ce qu'on perd vraiment quand on va trop loin? Quand on va trop loin dans le contrôle, Quand tu vas trop loin dans le contrôle, quand tu vas trop loin dans le lâcher prise. ok. Euh, Bah, quand tu vas trop loin dans l'optimisation, par exemple, bah tu perds toute l'authenticité, tout ce qui est vivant, parce que ce qui est vivant par définition est chaotique, et quand tu veux contrôler, bah tu veux retirer le chaos et l'incertitude, donc tu vas tuer la vie. Donc plus tu veux suranalyser ton quotidien et contrôler et être parfait, moins tu vis en fait. Et c'est pour ça que je dis que bah la peur de la mort et la peur de la vie c'est la même chose, c'est que du coup tu veux tout contrôler par peur de la mort, mais du coup bah tu t'empêches de vivre. Et qu'est-ce qu'on perd d'autre? Ah, par exemple, quand on est trop focalisé sur ses objectifs et qu'on se dit voilà, je veux arriver là, souvent on rétrécit son champ de vision et on perd tout ce qui peut se passer de beau et toutes les opportunités qu'on peut croiser sur le chemin pour aller à l'objectif. C'est pour ça que moi je dis plutôt, au lieu de te fixer un objectif, définis peut-être une direction, mais reste ouvert à ce qui peut se passer sur le chemin parce que peut-être qu'en fait, t'en sais rien en fait de ce qui va se présenter à toi. Mais si t'es persuadé que tu sais exactement là où tu vas, bon déjà c'est extrêmement prétentieux, mais en plus bah tu verras pas tout ce qui se présente à toi, hein. Et ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas tu verras ni l'un ni l'autre. Garder à l'esprit aussi qu'un objectif, pour moi, l'objectif, il n'a pas pour but d'être atteint, mais Oui, il a il pour a but de pour te but maintenir en de action. te mettre en mouvement, quoi. Ouais, ouais. Euh, Oui, parce que souvent quand tu l'atteins, tu te rends compte à quel point c'était vain et t'as envie de plus parce que tu te rends compte que ça t'a pas comblé. ouais, clairement. Ça génère de la motivation. Euh, c'est quoi le truc qui t'a le plus changé fondamentalement Euh, allez, ça va faire ces 10 dernières années où on va restreindre l'échelle de c'est la temps. thérapie, hein. C'est vraiment d'aller faire le travail dégueulasse, d'aller mettre les mains dans le cambouis. C'est quoi Et donc t'avais une psy, c'est quoi? c'était c'est un mec qui a pas de diplôme. Il a arrêté la fac quand il a compris que les profs comprenaient même pas les questions qu'il posait. Bah, il y avait 40 points de QI d'écart, quoi. Compliqué. Et c'est un autodidacte comme moi, qui a la connaissance du terrain et qui m'a littéralement changé la vie en quelques séances. Je dirais, il y a eu ça. Il y a eu quelques expériences dans lesquelles j'ai été obligé de me confronter à mes peurs. Par exemple, la peur du ridicule. Euh, Où en fait, tu t'es empêché pendant des années de vivre et d'expérimenter, de faire des choses que tu avais envie de faire par peur du ridicule, par exemple. Et un jour, tu te retrouves dans une situation où bah, t'as pas le choix. Tu dois te ridiculiser devant tout le monde. Ça se passe.
Et en fait, tu te rends compte que pendant toute ta vie, tu avais complètement surestimé le truc. En fait, il n'y a aucune conséquence négative, que tout le monde s'en branle, et qu'en plus, non seulement tu t'es pas senti ridicule, mais tu as pris du plaisir. Ça. Et ça, je l'ai expérimenté dans le IRL, dans la vraie vie, par exemple, où je me suis retrouvé sur une scène de théâtre de rue à jouer devant 300 personnes alors que je n'avais pas du tout prévu. Et je l'ai beaucoup expérimenté aussi avec Internet. Les quelques fois où je me suis pris des shitstorms, des vagues de haters, d'insultes, etc. Et qu'en fait, j'ai pu constater que il n'y a pas de conséquences négatives, il y a même plutôt que des conséquences positives. Et ça, il faut l'expérimenter. Et moi, ça m'a fait sauter des étapes énormes à chaque fois, où ça a été, tu vois, faire du porte-à-porte. Très très formateur, ça. Ce genre de truc, c'est ça qui m'a énormément changé. Peut-être aussi le fait que j'ai failli mourir en moto. Le Covid aussi. Le Covid, en fait, ça a été... Moi, j'ai un passif de complotiste de l'extrême, de grand psychotique. Quand j'avais 17-18 ans, je traînais sur YouTube 5 heures par jour à regarder les pires trucs. Et donc, du coup, ça m'avait rendu complètement paranoïaque et anxieux. Mais comme j'avais besoin de me sentir stressé, j'avais besoin de me faire du mal, donc j'adorais ça. Et en fait, le Covid, après, pendant des années, au bout de quelques années, j'ai réalisé que je pouvais pas vivre comme ça, donc j'ai volontairement mis tout ça de côté. Parce que ça me bouffait, en fait. Ça me maintenait dans une inhibition. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, qui consomment beaucoup trop de contenu anxiogène et qui, du coup, sont en inhibition et n'agissent pas. Et le Covid, en fait, m'a remis tout ça en pleine gueule et m'a rappelé qu'en fait, parmi tout ce que j'avais vu à l'époque, il y avait des choses vraies et il y avait des grosses conneries. Et ça a un peu fini de de me faire détester l'humanité. En fait, ça m'a désillusionné pour de bon. Et quand je dis je déteste l'humanité, j'adore les gens, mais je les déteste en même temps. Je leur en veux d'être si bêtes. Mais ça m'a aidé à être à l'aise avec ça. Et ça m'a fait comprendre aussi que le monde c'est sale, mais c'est ok comme ça. Le monde est parfaitement imparfait. Et de toute façon, je suis personne pour essayer d'y changer quoi que ce soit. Ça m'a permis d'intégrer ça. Ça a provoqué pas mal de changements. Ouais. Ok. Voilà ce qui me vient. Si tu le veux bien, on va conclure par une petite partie. J'ai voulu changer. D'habitude, je fais plutôt un vrai faux. Là, j'ai envie de faire autre chose. Mais avant de partir là-dessus, j'aimerais juste... Là, tu m'as conseillé un livre, mais si tu devais conseiller un livre aux personnes qui nous écoutent sur la thématique qu'on a abordée ensemble, ce serait quoi? Henri Laborie, L'éloge de la fuite. Ok, en 2 mots, pourquoi? Parce que ça permet d'apprendre à se comprendre comment on fonctionne, comment on interagit avec les autres, et comprendre... c'est une claque. C'est une claque qu'il faut prendre quand on a envie d'être responsable, individuellement. Ouais, je dirais ça. Et non, mais c'est tout. T'en veux un autre? Allez. Dernièrement, j'ai lu un livre qui est sorti il y a 1 an de Pierre Noisa. Pierre Noisa, c'est un entrepreneur dans la crypto qui a écrit un livre qui s'appelle L'énergie face cachée de la monnaie. Et c'est passionnant puisque ça fait le lien entre la thermodynamique, l'entropie, la monnaie, l'argent, les sociétés humaines. Et par les temps qui courent, c'est quand même important, je trouve, de se renseigner sur tout ça et de comprendre. De comprendre ce que c'est la valeur économique, monétaire, et l'énergie de manière générale. Pareil, ça donne les armes pour être plus souverain. C'est ça qu'on sent chez toi, en fait. C'est ce côté souveraineté. Liberté, souveraineté, c'est la valeur la plus importante pour moi. Ouais, carrément. Ok. Merci pour ces 2 recos. Avec plaisir. Allez, sur ce que je t'envoie, en fait, c'est plutôt des questions, des opinions un peu impopulaires. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ouais. 80% des entrepreneurs ne sont pas ambitieux, ils sont en fuite émotionnelle. Fuite de quoi, selon toi?
Vide, insécurité, reconnaissance. Ils sont construits, ils ont bâti sur des fondations fragiles. Ils ont commencé à bâtir leur entreprise parce qu'ils avaient besoin de fuir dans quelque chose pour ne pas se sentir, pour ne pas être confrontés au vide. Et donc, du coup, ils sont en fuite de quoi? Ils sont en fuite d'eux-mêmes. Ils sont en fuite de ce qu'ils aiment pas chez eux-mêmes, de ce qui les fait souffrir chez eux, de leur part d'ombre, de leur passé, de ce qu'ils ont enterré. Et des fois, ils réussissent. Mais des fois, ils sacrifient tout et ils réussissent pas. Enfin, réussir au sens financier, j'entends. Si tu as besoin de café pour fonctionner tous les matins, c'est pas de la discipline, c'est un système nerveux épuisé. Oui, complètement. Si tu as besoin de café pour fonctionner, c'est qu'il y a un problème. Moi, je bois du café pour surfonctionner. Mais j'en ai conscience. En général, quand j'arrive à un stade, la dernière fois c'était en 2020, fin 2023, quand j'arrive à un stade où j'arrive plus à fonctionner sans café, je fais une pause. Ça casse les couilles parce que c'est dur la première semaine, mais après ça va mieux, quoi. On reset, quoi. On remet les compteurs à zéro. Le développement personnel fabrique plus de culpabilité que de liberté. À 100%, ouais. À 100%. Le dev perso ne fait qu'aggraver le problème chez des gens qui ont déjà un problème de dissociation et de détestation d'eux-mêmes. Beaucoup de gens appellent ça de la motivation alors que c'est de l'anxiété déguisée. Oui, alors là-dessus, je voudrais introduire un terme qui me vient d'un mentor. C'est que ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est depuis quel espace tu le fais. Et lui, ce qu'il dit, c'est que tu peux faire les choses depuis un vide de soi ou depuis un plein de soi. Et des fois, on se raconte qu'on fait les choses depuis un plein de soi alors qu'on le fait depuis un vide de soi, dans le sens où, par exemple, on bosse parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur que quelqu'un prenne le contrôle sur nous, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur de devenir esclave ou qu'on a peur de pas pouvoir choisir. On fait parce qu'on a peur, on fait depuis un vide de soi. Faire depuis un plein de soi, c'est pas du tout la même chose et c'est beaucoup plus riche. Donc oui. Ok. Faire plus de sport quand t'es déjà dérégulé est parfois exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et évidemment que oui. Le sport, c'est mobiliser de l'énergie, c'est solliciter le système, c'est générer du stress. Si t'es pas capable d'en tirer profit, si t'es pas capable de l'encaisser, ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Exactement comme prendre des douches froides quand t'es déjà épuisé et stressé. En fait, ça ramène beaucoup à l'hormèse, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, mais et tout l'intérêt de l'hormèse, mais on pourrait... Disons que l'hormèse, pour que l'hormèse puisse se produire, il faut que le système ait de l'énergie à disposition. Quand il y a plus d'énergie, il y a plus de capacité d'hormèse. Et donc, continuer à contraindre le système va juste le faire tellement s'éloigner de son point d'équilibre qu'il y aura des dégâts irréversibles. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai arrêté les douches froides et j'ai arrêté le jeûne intermittent. Parce que j'en demandais déjà beaucoup à mon système. Être entrepreneur en France, c'est déjà suffisamment stressant. c'est une bonne... Déjà, en termes d'hormèse, on est pas mal. Aïe, 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 ouais. Si tu ne sais pas ralentir, c'est que... Attends, je recommence. Si tu ne sais pas ralentir, ce n'est pas parce que tu es passionné, c'est parce que ton corps ne se sent pas en sécurité. Oui, absolument. Ça, c'est très intéressant. Je sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des gens, par exemple, quand tu leur fais faire des exercices de respiration pour détendre le système nerveux sympathique, pour passer en parasympathique, ils angoissent. Ils détestent ça parce que ça les fait se sentir en danger. Typiquement, imaginons t'as 3 ans ou t'as été gamin, t'as grandi dans un environnement dysfonctionnel, toxique où il y avait de la violence physique. T'as intégré le fait que être sur tes gardes, être prêt à réagir en permanence, c'est nécessaire à ta survie. Et si tu relâches ta vigilance, alors t'es en danger. Et plus tard, ça, tu le gardes. Donc si je te fais faire un exercice qui t'amène à te détendre, tu te sens en danger, puisque pour toi, t'as fait l'association entre cet état de détente et un danger imminent. Tu vois ? C'est un peu contre-intuitif. Carrément. La plupart des leaders ne savent pas se poser seuls en silence pendant 10 minutes. La plupart des leaders ne savent pas se poser en silence pendant 10 minutes. Et ça dit quoi selon toi ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le cas de la plupart des leaders ? Ça dépend ce qu'on entend par leader. Je pense que les leaders qui arrivent à leader sans se sacrifier et sans sacrifier l'autre ne font pas partie de ces gens qui n'arrivent pas à se reposer. Par contre, des leaders qui réussissent à emmener les foules en faisant des dégâts autour d'eux
peut-être, oui, sont concernés par ça. Ouais. On ne fait pas un burn-out à cause du travail, on le fait parce qu'on s'est abandonné pendant trop longtemps. Ouais, j'ai envie de dire, les deux, ça va ensemble, tu vois. Les gens qui restent dans le même travail, qui détestent, ils disent ouais, ça fait 7 ans que j'ai envie de partir, mais je pars pas. Pourquoi tu pars pas? Mais parce que tu t'es abandonné. Parce que tu sais pas prendre soin de toi et que tu sais pas aller chercher pour toi et combler tes besoins. Si t'avais une vraie estime de toi et que tu t'aimais vraiment, ça fait longtemps que tu serais parti. Donc, pour moi, les deux réponses vont ensemble et sont vraies, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a mon chien qui vient. Allez, une dernière. Si tu devais dire une vérité inconfortable à quelqu'un qui nous écoute là maintenant, ce serait quoi? Ce serait que tu dis que tu dis prendre soin de toi, alors que c'est juste l'histoire que tu te racontes pour flatter ton ego. Au fond, tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu ne sais que te maltraiter. Tu ne sais que te traiter comme on t'a traité avant toi. Enfin, comme on t'a traité plus jeune. Donc arrête de te raconter des histoires et de te mentir à toi-même. Amen. C'est ça. Alors, je te remercie. Je te remercie une fois de plus de ta dispo, de ton temps, de cet échange. Vraiment cool. C'est vraiment un épisode très agréable. Qui fait faire. Moi aussi. Donc, vraiment merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en présentiel. Je t'avais proposé, mais on n'a pas réussi à organiser ça. Peut-être chaque fois pour parler d'économie. Carrément. Là, il y a plein de thématiques, même la crypto, l'économie, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. L'argent d'ordre général, l'énergie qu'il y a autour de l'argent. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, un grand merci. N'hésitez pas à aller suivre @Homéos sur Insta et sur ses réseaux. Si t'as de l'actu, c'est le maintenant. Bon, l'actu principale, c'est qu'on a lancé un podcast qui s'appelle Sous Pression. Sinon, l'actu, c'est que ça se passe sur YouTube, sur Insta. Vous pouvez aller voir ce que fait mon associé aussi, Timothée Delahaye. De toute façon, on a fait pas mal de vidéos ensemble. Si vous me trouvez, vous le trouverez facilement. Et puis voilà. Yes. Un grand merci. Et puis je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.